Et allez, c'est reparti. Encore un de ces machins qui porte le nom du dernier à y avoir pensé. Le triangle de Pascal. Ah, là au moins, la source est clairement identifiée. C'est le traité du triangle arithmétique. Pascal l'a écrit à l'automne 1654 après ses échanges avec Fermat sur les probabilités. Mais il a été imprimé seulement 3 ans après la mort de Pascal, en 1665. L'illustration correspond bien à ce que dit Pascal dans ce traité. Il y a des rangs parallèles et des rangs perpendiculaires. La valeur d'une case est la somme de celle qui est à gauche et de celle qui est au-dessus. De sorte que si on veut lire les coefficients combinatoires, il faut les lire sur les diagonales montantes, ou bien tourner la figure de 45 degrés. À l'époque de Pascal, le triangle arithmétique pour calculer des nombres de combinaison, et la formule du binôme qui les utilise, étaient loin d'être des nouveautés. D'ailleurs, Pascal en est parfaitement conscient. Voici ce qu'il dit. Je ne donne point la démonstration de tout cela parce que d'autres en ont déjà traité, comme Érigone, outre que la chose est évidente d'elle-même. Je ne pense pas qu'il imaginait combien d'autres en avaient déjà traité. Nous allons en évoquer quelques-uns. Commençons par les Arabes avec Al-Kharadji, au tout début du XIe siècle. L'orientation est différente. Les coefficients combinatoires se lisent sur les colonnes, de droite à gauche. Le digne successeur d'Al-Kharadji est As-Samawal. Pour poursuivre le glorieux en algèbre, qui était le titre du livre d'Al-Kharadji, il écrit au siècle suivant le brillant en algèbre. Il y donne une démonstration de la formule du binôme et reproduit le même triangle, qui va jusqu'à l'ordre 12. Je n'ai pas la liste exhaustive de tous les auteurs arabes qui ont tracé un triangle arithmétique. Un des plus célèbres est Al-Tusi, au XIIIe siècle. Passons en Chine. Le premier semble être Jia Xiang, qui vivait au XIe siècle, mais dont le livre est perdu. Il n'est connu que parce qu'un autre auteur, Yang Hui, qui vivait 2 siècles plus tard, a écrit en 1262 une analyse détaillée des règles mathématiques dans les 9 chapitres. Dans les deux cas, il s'agit de commentaires et d'extensions à partir des 9 chapitres sur l'art du calcul, l'œuvre fondatrice des mathématiques chinoises dont je vous parle ailleurs. Bref, comme vous pouvez le constater, cette fois-ci, pas d'erreur. C'est bien le triangle de Pascal comme nous le connaissons, à lire horizontalement, de haut en bas. Revoici le même triangle au tout début du XIVe siècle. La disposition est exactement la même, mais les symboles pour les chiffres ont changé. Ici, vous avez les symboles simplifiés en base 10, avec 5 comme base secondaire. Regardez la ligne du 5. Le 5 est écrit avec 5 traits horizontaux, le 10 avec un petit rond au-dessus d'un trait horizontal. Et les Chinois ont probablement emprunté le 0 aux Indiens. Sur la ligne suivante, regardez comment sont écrits 6, 15 et 20. Et en Europe, bien, la première occurrence se trouve dans les copies d'un manuscrit d'un certain Jordan de Némore, dont on ne sait tellement pas grand-chose que certains le disent allemand pendant que d'autres le croient français. En plus, ce n'est pas lui qui a dessiné cela, mais un copiste. Le texte se contente de décrire la règle de construction. Il faut attendre 3 siècles pour que la notion soit reprise par Peter Appian, qui lui était bien allemand. Il en est tellement fier qu'il met le triangle dans le frontispice de son livre de calcul. Son triangle à lui est dans le sens dont nous avons l'habitude, mais il ne contient pas les 1. Michael Stiefel est un contemporain d'Appian, allemand lui aussi. Son livre d'arithmétique entière est écrit en latin.
Remarquez que Stiefel n'a représenté que la moitié utile du triangle. Il sait bien que la seconde moitié reproduit la première. Ça lui permet de pousser jusqu'à l'ordre 17. Il n'est pas évident que Stiefel ait compris les entrées de son tableau comme des nombres de combinaison. Cela pouvait aussi être des nombres géométriques dans la tradition des pythagoriciens. Passons en Italie. Le premier triangle publié est celui de Tartaglia. Il est comme celui d'Appian sans les 1, mais il va jusqu'à l'ordre 12. Il semble que Cardan ait connu le triangle arithmétique dès 1527, mais la version que vous voyez date de 1570. Il ressemble à celui du traité de Pascal, mais il y manque une colonne de 1 à gauche. Passons en France, toujours avant Pascal. On trouve le père Marin Mersenne. Il écrit cette table qui va jusqu'à l'ordre 25. La représentation est la même que celle de Cardan, mais le triangle n'en est plus vraiment un. Voici le Phare des sciences, écrit en 1659 par un jésuite espagnol, Sebastián Izquierdo. À part le fait que toutes les cases sont complétées pour en faire un rectangle, la disposition est exactement la même que celle de Pascal. Bon alors, the winner is, qui a écrit le premier triangle de Pascal? Un arabe? Un chinois? Et en Europe? Allemand, italien, français? Tout cela est au fond bien futile. Écoutez plutôt la voix de la sagesse. Celui dont l'intelligence est éclairée, qui se maîtrise par une volonté ferme, qui est détaché des sons et des autres objets des sens, qui déracine en lui-même la passion et la haine, qui, s'affranchissant de l'égoïsme, de la violence, de l'orgueil, du désir, de la colère, de la richesse, supérieur à tout calcul personnel, atteint au calme, celui-là est mûr pour se fondre en brahman. C'est extrait d'un livre religieux qui est en même temps une épopée, la Bhagavad Gita, le chant du bienheureux. Au début du récit, la bataille de Kurukshetra se prépare. Le héros Arjuna n'a rien moins que Krishna en personne pour le guider sur son char. Mais il a des états d'âme. Des membres de sa propre famille risquent d'être tués dans le camp ennemi. Alors Krishna lui explique la vie, la mort et la résurrection. Et de révélation en révélation, Krishna en vient à expliquer à Arjuna qui il est vraiment, dans toute sa splendeur et toute son universalité. Mais pourquoi donc est-ce que je vous raconte tout ça? Eh bien, en premier lieu, la Bhagavad Gita est un des fondements de la religion hindoue. Et je vous annonce que nous partons en Inde pour tout le reste de cette histoire. D'autre part, parce que c'est un long poème d'environ 700 vers, écrit en sanskrit, et que nous allons parler de poésie sanskrite. Enfin, la Bhagavad Gita a été écrite vers le second siècle avant Jésus-Christ, l'époque où le héros de cette histoire a vécu lui aussi. Poésie sanskrite donc, eh oui, et plus précisément sa métrique, son rythme. Écoutons plutôt un spécialiste, Al-Biruni. Il a passé 13 ans en Inde, de 1017 à 1030, et en a ramené un livre qui est une source inestimable. Au chapitre qu'il consacre à la poésie, il s'excuse par 2 fois de ne pas en savoir assez. Mais ce qu'il dit est parfaitement clair. La grammaire est accompagnée d'une autre science, appelée chanda, qui est la forme métrique de la poésie. C'est une science qui leur est indispensable, car tous leurs livres sont en vers. En composant les livres en vers, leur but est de les rendre plus faciles
à apprendre par cœur et d'éviter, quel que soit le domaine, d'avoir à utiliser un texte écrit, sauf en dernier recours. Pour compter les syllabes, ils utilisent deux signes. Une barre verticale pour lagou, c'est-à-dire léger, une sorte de S pour gourou, c'est-à-dire lourd. Dans les mesures, matra chanda, le gourou compte pour le double d'un lagou, et son espace peut être rempli par deux lagous. Et voilà, c'est tout simple. Il y a des syllabes courtes et des syllabes longues, comme dans la poésie grecque, puis dans la poésie latine. Mais à partir de là, un savant nommé Pingala, qui aurait vécu vers le second siècle avant Jésus-Christ, a élaboré une mathématique du binaire. Ce n'était pas 0 et 1, mais syllabes courtes, syllabes longues, lagou et gourou. Le nom de cette science est Chanda, comme le dit Al-Biruni, et l'œuvre de Pingala s'appelle Les Sutras du Chanda. Pingala donne des techniques de résolution pour 5 problèmes concernant les vers de n syllabes. Comment les lister? Étant donné une alternance de n lagou et gourou, comment trouver son rang dans la liste? La réciproque, étant donné un rang, retrouver la métrique correspondante. Calculer le nombre total de métriques de n syllabes. Calculer le nombre de métriques de k lagou et n-k gourou, c'est-à-dire pour nous n choisir k. Voici l'algorithme de Pingala décrit par un commentateur du Xe siècle, Alayuda. Écrire gourou et lagou l'un au-dessus de l'autre. Puis répéter, n-1 fois, placer 2 copies du tableau précédent l'une au-dessus de l'autre. Mettre une colonne de gourou à droite de la copie du dessus, une colonne de lagou à droite de la copie du dessous. Bien sûr, ce n'est pas la traduction exacte. Le répéter n-1 fois est totalement anachronique. Mais vous voyez le résultat pour n égale 3. Remplacez lagou par 1 et gourou par 0. Lisez les mots binaires de droite à gauche. Eh bien, ils sont écrits dans l'ordre lexicographique. Voici un algorithme original donné par un autre commentateur du Xe siècle, Kedara. Commencez par une ligne de n gourou. Répétez, commencer une ligne et remplir avec des gourous jusqu'au premier gourou de la ligne précédente. Écrire un lagou à cette place, puis recopier le reste de la ligne précédente, jusqu'à la ligne composée uniquement de lagou. Oh, ce n'est pas évident, il faut un peu réfléchir. Mais l'algorithme écrit bien les 2 puissance n mots binaires dans le même ordre que l'algorithme précédent. Maintenant, comment retrouver le rang d'un mot binaire donné? Voici ce que dit Pingala. Il faut écrire une puissance de 2 en face de chaque syllabe, en commençant par 1 et jusqu'à 2 puissance n-1. Il faut ensuite annuler les puissances de 2 qui sont associées à des gourous. Ajoutez le tout, ajoutez encore 1 et vous avez le rang. Voyez ce que ça donne pour un mot binaire de longueur 6. Lagou, lagou, gourou, lagou, gourou, lagou. On écrit en dessous 1, 2, 4, 8, 16, 32. On annule 4 et 16 qui correspondent à des gourous. La somme égale 43 plus 1 égale 44. C'est bien une transformation de la base 2 à la base 10. L'opération inverse maintenant. Pingala dit de partir du rang donné, le diviser par 2 si possible, sinon ajouter 1 avant de diviser par 2. Si le nombre est pair, donnez lagou, sinon notez gourou. Voyez ce que ça donne pour le rang 44. Pair, pair, impair,
pair, impair, pair, donc lagou, lagou, gourou, lagou, gourou, lagou. Et c'est bien ainsi que l'on passe de la base 10 à la base 2. Meru Prastara signifie règle de développement pyramidal. C'est écrit de manière tellement condensée chez Pingala que les spécialistes ne sont pas d'accord sur ce qu'il a voulu dire exactement. En tout cas, dans les commentaires de Alayuda au Xe siècle, la règle est parfaitement claire, beaucoup plus claire d'ailleurs que dans le traité de Pascal. Après avoir dessiné un carré en haut, 2 carrés sont dessinés en dessous, de sorte que la moitié de chacun soit étendue de chaque côté. En dessous, 3 carrés, en dessous, 4 carrés sont dessinés, et le processus est répété jusqu'à atteindre la pyramide désirée. Bien, on commence donc par dessiner une pyramide de carrés en quinconce. Dans le premier carré, le symbole pour 1 doit être placé. Ensuite, dans chacun des 2 carrés de la seconde ligne, le chiffre 1 est placé. Ensuite, sur la troisième ligne, le chiffre 1 est placé dans chacun des carrés extrêmes. Et dans le carré du milieu, la somme des chiffres des 2 carrés immédiatement au-dessus doit être placée, etc. Les carrés suivants sont remplis de cette manière. Ainsi, la seconde ligne donne le développement des combinaisons d'une syllabe. La troisième ligne, la même chose pour 2 syllabes. La quatrième ligne pour 3 syllabes. Et ainsi de suite. Donc, au moins au Xe siècle, mais probablement bien avant, les Indiens savaient tracer un triangle arithmétique pour calculer des nombres de combinaisons. Ils savaient aussi, bien sûr, que la somme des coefficients de chaque ligne est le nombre total de vers de n syllabes, soit 2 puissance n. Et c'est un cas particulier de la formule du binôme. L'exploit de Pingala a été commémoré dans une université indienne par cette fontaine qui représente le triangle arithmétique avec des hexagones. Mais ce n'était peut-être pas tout. Vous vous souvenez qu'Al-Biruni nous a dit que les syllabes longues sont comptées comme le double des courtes. Jusqu'ici, ce n'était pas entré en ligne de compte. Mais maintenant, au lieu de fixer un nombre de syllabes, on pourrait fixer une longueur totale et se demander combien de vers de longueur donnée sont possibles. Là, on est encore moins sûr que ce soit exactement ce que Pingala a voulu dire. C'est encore un autre commentateur du Xe siècle, Yadava, qui explique. Disons que Lagou est de longueur 1 et Gourou de longueur 2. Des vers de longueur 1, il n'y en a qu'un possible. Des vers de longueur 2, il y en a 2. Gourou et Lagou-Lagou. Ensuite, pour former un vers de longueur 3, il y a 2 possibilités. Soit on ajoute un gourou après un vers de longueur 1, soit un lagou à la fin d'un vers de longueur 2. Et ainsi de suite. Un vers de longueur n plus 1 est soit un vers de longueur n-1 auquel on a ajouté un gourou, soit un vers de longueur n avec un lagou en plus. Vous avez reconnu la récurrence. Vous avez reconnu les premiers nombres. C'est la suite de Fibonacci. Au moins 2 siècles, et peut-être même 13 siècles avant Fibonacci. Et pour tout vous dire, le décompte des vers de longueur n me paraît autrement moins artificiel que les couples de lapins de Fibonacci. Voici la page d'un manuscrit du Liber Abaci où apparaît le problème. Les nombres de Fibonacci, 1, 2, 3, 5, 8, etc., sont écrits dans la marge de droite. Pour motiver son calcul, Fibonacci dit
Par nature, un couple de lapins engendre un autre couple chaque mois. Juste deux, un mâle et une femelle? Et il commence à se reproduire 2 mois après sa naissance. Ah bon, pile 2 mois. La question est, combien de couples de lapins au bout d'un an? Fibonacci annonce, vous pouvez voir sur le côté comment nous avons procédé. Nous avons ajouté le premier nombre avec le second, c'est-à-dire 1 et 2, le second avec le troisième avec le quatrième, etc., jusqu'à ajouter le dixième avec le 11e, c'est-à-dire 144 avec 233, et nous avons obtenu la somme des couples de lapins qui est 377. Et donc cela peut être fait indéfiniment pour n'importe quel nombre de mois. Une preuve du succès de la combinatoire binaire de Pingala est qu'on la retrouve énoncée dans les manuels de mathématiques indiens bien après Pingala. Mahaviracharya, ou le maître Mahavira, vivait pratiquement un millénaire après Pingala. Pourtant, dans son manuel de mathématiques, le Ganita Sara Sangraha, les algorithmes de Pingala sont reproduits avec des formulations assez proches. À une exception près, le Meru Prastara, le triangle arithmétique. Voici comment Mahavira fait pour calculer les nombres de combinaisons. Les nombres naturels commençant par 1 et jusqu'au nombre de syllabes du vers sont écrits dans l'ordre normal, puis dans l'ordre inverse en 2 lignes l'une au-dessus de l'autre. Quand les nombres dans une ligne sont multipliés de droite à gauche et divisés par les produits dans la ligne en dessous, le quotient représente le nombre de variétés de vers avec un nombre donné de syllabes courtes ou longues. Ah, et c'est bien le calcul de factoriel n sur factoriel k factoriel n-k, dont vous avez l'habitude. Cette alternative au triangle arithmétique est donc, elle aussi, connue depuis très longtemps. Chez Mahavira comme chez Pingala, le vocabulaire est toujours celui des syllabes longues ou courtes. Rien n'indique qu'ils étaient conscients que Lagu et Guru pourraient être remplacés par une autre alternative binaire. Par contre, quand le maître Bhaskara expose les mêmes calculs dans sa Lilavati, les exercices d'application ne laissent aucun doute. Dans un édifice agréable, spacieux et élégant, construit par un architecte habile comme palais pour le seigneur du lieu, il y a 8 fenêtres. Donne-moi les combinaisons d'ouverture avec 1, 2, 3, etc. fenêtres ouvertes. Et en suivant, dis-moi, mathématicien, combien y a-t-il de combinaisons pour une recette parmi 6 ingrédients de différents goûts? Sucré, acre, âpre, aigre, salé, amer, en les prenant par 1, par 2, par 3, etc. Bon, François Patte me dit que ce ne sont pas des recettes de cuisine, mais des recettes pour des médicaments. Ça ne fait rien, je ne suis pas sûr que j'aurais eu envie de goûter les 63 combinaisons. Alors, à votre avis, qui l'a gagné ce match sur le triangle de Pascal? Eh bien, ni Pascal, ni Tartaglia, ni les Chinois, ni les Arabes. Tout porte à croire que, une fois de plus, Krishna a conduit le char d'Arjuna vers la victoire.